Bonjour, une question technique, soit pour Monsieur Conaré, soit pour Madame de la restauration collective. J'aimerais savoir comment vous faites pour pouvoir mettre dans les appels d'offres que vous voulez des produits de proximité. Moi, je suis à l'État de Genève, on s'est aussi posé la question, et puis il semblait que notre centrale d'achat nous disait que ce n'était pas possible de mettre un critère de proximité. On peut demander des pommes bleues, mais on ne peut pas demander des pommes locales. Alors vous avez contourné, par rapport aux règles de l'OMC bilatérales, etc. Vous avez contourné ça comment? Eh ben, exactement comme vous dites, c'est des pommes bleues si on sait qu'il n'y a que des pommes bleues autour de Montpellier. Enfin, c'est pour donner une image, c'est-à-dire que si à un moment, si spécifiquement on sait que tel produit est produit que ici, on peut faire un appel d'offres très ciblé. Après, il y a on peut sur des caractéristiques de fraîcheur, dont on sait que sur des produits ultra frais, s'ils viennent de loin, ils ne pourront pas y répondre à ces caractéristiques. Donc ça, c'est des critères de fraîcheur dont on sait que seul un producteur local pourra y répondre. Après, il y a aussi, comme je disais, des critères de labellisation. C'est possible, enfin en tout cas en France, en tout cas dans la législation européenne, de spécifier des critères de durabilité un peu spécifiques ou des labels un peu spécifiques, là aussi, dont on sait que tel ou tel producteur local pourrait y répondre. Après, ça c'est voilà, ça c'est la règle. Après, ce qui se fait, c'est que la personne qui gère les approvisionnements pour la cantine scolaire, elle connaît très bien son environnement. Donc, comme je disais, le mine, c'est aussi un formidable outil pour savoir qu'est-ce qu'il y a de produits localement et qui peut répondre à tel ou tel appel d'offres, potentiellement, puisque les producteurs sont là. Donc, déjà, il y a un carreau des producteurs, c'est physiquement, où on sait, on a l'offre potentielle. Donc, ça permet, bon, puis le directeur du mine est aussi très en lien avec les services de la ville, donc ils savent, ils ont une bonne géographie de qui produit quoi et qui est capable de fournir quoi. Donc ça veut dire que les appels d'offres, bon, ils se font aussi en fonction de ça. C'est-à-dire on sait l'offre locale, à partir de là, on lance un appel qui peut être relativement ciblé. C'est-à-dire qu'on peut en amont aller voir les producteurs, leur dire, bon ben voilà, on va lancer tel appel d'offres sur tant de quantité pour telle période, est-ce qu'a priori vous êtes capable d'y répondre? Et donc à partir de là, évidemment, on va un peu le cibler. Ce qui s'est passé sur le pain, c'est exactement ça. Boussole est arrivé sur le territoire en cherchant d'abord en prospectant des potentiels marchés, donc le secteur privé, et puis évidemment un des grands marchés, c'est évidemment le marché public d'une ville, puisque derrière c'est toute la restauration collective, et donc Boussole est venu sonder la ville au moment où justement ils réfléchissaient à l'appel d'offres sur le pain, et donc proposer un pain bio. Bon, ben, l'appel d'offres qui n'était pas forcément ciblé un pain bio à la base, ben, c'est l'appel d'offres qu'ils ont fini par lancer. Donc c'est bon, c'est de voir quelle est l'offre, voilà, qui est sur le territoire pour cibler les appels. Il a tout dit. Je pense qu'on a les mêmes problématiques et puis effectivement les mêmes zones grises sur lesquelles on peut un peu naviguer et orienter. Et effectivement, la connaissance de l'offre sur le terrain, et d'abord bien la connaître et puis après, effectivement, pouvoir mieux cibler les critères d'appel d'offres en fonction mais ça ne peut pas exclure, donc c'est compliqué. C'est vrai, c'est un exercice qui est toujours un petit peu sur la tangente. Un autre élément, mais que vous avez cité, c'est la fragmentation des appels d'offres dans les lots. Ça, c'est clairement... Alors, ça a un inconvénient, c'est que ça multiplie les fournisseurs, donc ça multiplie les transports. Donc, ouais, il n'y a pas de recette absolue, quoi. Il n'y a pas de recette magique. Mais c'est un des éléments qui permet de donner la place aux plus petits aussi. Donc, voilà, essayer de faire des appels sur des lots plus spécifiques. Il y a peut-être encore une astuce, entre guillemets, c'est que si on exige de la fraîcheur puis des heures de livraison, évidemment, le lendemain à 6 heures, un produit frais, il ne va peut-être pas venir de Hollande ou d'Almeria. Ça ne va pas être possible. Juste une question. Quelle est la part de ce qui passe en appel d'offres et de gré à gré? Est-ce que tous les achats sont soumis à appel d'offres pour les cantines? Non. C'est quoi la proportion? Je ne peux pas vous la donner comme ça, honnêtement, directement. Mais encore une fois, la particularité de la ville, c'est que les cuisines
sont éclatées sur la commune, et puis elles ont une autonomie de gestion. Donc il y a autant de cuisines, autant de petites entreprises. Donc les cuisiniers sont responsables de la planification des menus, des achats, de leur budget, et ils ont une autonomie de commande. Donc il y a pas mal de gré à gré quand non. même. Donc c'est du gré à gré, d'ailleurs, oui. Seuil, de chiffres de commandes annuelles, vous êtes soumis à des appels d'offres. Donc pour les plus petites communes de la métropole, il y en a qui gèrent de gré à gré très facilement. Donc là, je parlais effectivement du cas de la ville de Montpellier, qui est pour le coup une grosse ville soumise à appel d'offres. Pour les petites communes rurales alentours, bon, il y en a qui gèrent très facilement de gré à gré avec des agriculteurs installés sur leur commune. Ouais. D'abord, je vous remercie pour ces jolis projets, ces magnifiques présentations. C'est plus une remarque qu'une question à M. Conaré. Vous avez présenté dans vos premiers slides là, les limites du système alimentaire. À mon avis, vous avez oublié quelque chose d'important, c'est que les premières victimes de ce système, c'est les paysans. Et ça, vous l'avez oublié, c'est dommage. Et que ce soit les paysans de France, de Suisse ou les petits paysans d'Amérique du Sud, c'est les premières victimes de ce système. Puis à part ça, ça me permet de rebondir sur effectivement l'opportunité que représentent tous ces systèmes d'alimentation locale pour les agricultures locales, en sens de créer des contrats, une contractualisation entre les citoyens et les paysans, ce qui peut leur permettre effectivement d'avoir de la valeur ajoutée, de recréer des liens sociaux importants et de les sortir des marasmes dans lesquels ils se trouvent aujourd'hui. Merci. Bonsoir, merci pour toutes les présentations. C'est très compliqué ce que vous faites et ça mérite. J'ai trois questions qui s'enchaînent les unes et les autres. Je ne sais pas le pourcentage qui a été dit des richesses dans les villes, mais c'est toujours les produits nationaux bruts et c'est toujours la monétarisation de nos choses. Mais voilà, j'aimerais juste relativiser ça. Je voulais demander, j'estimais que les premières questions sur le marché public elles étaient très légitimes parce que sur ça on bute plein de monde. Et je voulais demander un peu parfois comment est-ce qu'on fixe les objectifs des, je sais pas, les 70 km, les pourcentages et toutes ces choses-là, plutôt en relation à l'empreinte écologique. Parce que parfois on se fixe des objectifs et on en a tous des objectifs partout, ça déborde. À la fin on ne sait plus à quoi donner tête, est-ce qu'on est dans les bons, on n'est pas dans les bons. Comment est-ce qu'on les lie à l'empreinte écologique ou à un sens qui soit au-delà du PowerPoint? Je veux dire, comment vous établissez les liens à la fixation des objectifs avec quelque chose qui fasse sens, qui soit en lien à l'empreinte ou à d'autres choses comme ça, et comment après, avec la publication de menus et toutes ces choses-là, comment vous valorisez ça? Parce que vous publiez les menus, mais vous n'avez pas dit comment vous les publiez. Est-ce que les gens ont vraiment conscience de cette plus-value que vous apportez? Est-ce que ça la rend plus satisfait, plus heureux? Je pense qu'il y a quelque chose à valoriser dans ces deux aspects-là. Et pour finir, il y a toujours une relativisation sur la question du prix, d'accord? Il y a des sociétés, tout le monde a des seuils comme ça, mais nos grands-parents déboursaient probablement plus de la moitié de son budget pour l'alimentation, et aujourd'hui on est autour de 10 ou 12%. Et qu'est-ce que ça nous rapporte l'alimentation? Et c'est de nouveau l'idée, quel est le lien à la valorisation? Qu'est-ce que ça vaut? Bien, manger bien, être en bonne santé, avoir peu de polluants, avoir une proximité. Qu'est-ce que ça vaut récupérer des pourcentages ou des grappillés de pourcentages d'approximation à l'empreinte écologique 1? Pourquoi voilà, quel est le sens de toute cette démarche? Merci pour la question. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez relevé. La première chose où je peux répondre clairement, c'est la question de l'empreinte écologique. Soyons clairs, le but ici, il y a des systèmes, et PFZ de Zurich a quelque chose qui s'appelle Eternity,
qui fait de la calculation d'empreinte écologique sur la production alimentaire. Hein. Donc c'est l'empreinte écologique d'une assiette, voilà. Nous ne faisons pas ça. Il y a d'autres systèmes comme ça qui existent. C'est très intéressant, ça apporte beaucoup d'informations, c'est assez technique et ça crée beaucoup plus de questions que ça n'apporte de réponses. Donc, le but du RCD, c'est pas celui-ci. Le premier but, et celui-là est tout à fait légitime, hein, parce que M. Conary a aussi soulevé, on le sait, les problématiques environnementales dans l'alimentation, elles sont énormissimes. Donc c'est très légitime. Par contre, le RCD, dans les axes d'objectifs, il y a la question du soutien à l'économie de proximité, donc qui est prioritaire sur la question directement du calcul CO2 de l'assiette, et puis de la qualité nutritionnelle. Voilà, c'est compliqué de tout faire à la fois, hein, parce que déjà rien qu'un système sur le calcul de l'empreinte écologique d'une assiette, c'est une machine à elle toute seule, on le sait. Donc voilà. On sait qu'on réduit théoriquement, par déduction, on réduit, si on achète plus près, l'empreinte écologique de l'assiette. Ça, c'est une chose. Et puis, vous avez posé tellement de questions. La valorisation, vous en faites tout ça. La valorisation. Voilà. Oui, mais la valorisation au sens campagne de sensibilisation, communication. Les personnes qui sont restaurées, les familles des enfants, voilà, Oui. ils reçoivent une plus-value que vous leur apportez. Voilà, est-ce que les gens le perçoivent? Est-ce que vous voyez Oui. de l'autre côté de la scène quel est le retour que ça vous donne? Oui. L'encouragement que ça vous donne? Oui. Je l'ai dit au début, on a très peu communiqué pour l'instant, parce qu'il a fallu élaborer tout ça. Il y a beaucoup d'outils derrière, hein. C'est assez technique aussi. Donc il a fallu l'élaborer, le mettre en route chez les cuisiniers. Puis pour faire une réponse simple, on a d'abord voulu faire avant de dire. Donc on est il y a eu une année d'élaboration, la première année 2016 d'implémentation vraiment effective. On continue cette année 2017 et puis nous allons commencer une campagne de communication courant cette année 2017-2018. Mais vous avez raison pour l'instant. Et puis c'est une chance, encore merci à l'Espace Dickens de pouvoir commencer à diffuser l'info. Mais il y aura des communications structurées. Vous avez tout à fait raison vis-à-vis des parents. Aussi des éléments de sensibilisation du personnel éducatif qui doit continuer. Et voilà, c'est aussi un programme à lui tout seul. Juste un tout petit complément sur le rayon d'approvisionnement. Pour Lausanne, on a fixé 70 km. C'était pour être dans la réalité, si possible. C'était 10 km, on sait que ça aurait été trop petit. Les locavores américains, ils parlent de 160 km, c'est intéressant parce que si on fait un rayon de 160 km autour de Lucerne, toute la Suisse à peu près, pas loin. Pourquoi pas? Mais voilà, alors chacun travaille, je parlais d'échelle de la politique agricole fédérale, cantonale, communale. À l'échelle de la commune, ça nous semblait assez raisonnable de fixer 70 km parce qu'on touche le Zéland, qui est un grand, ou le Chablais, Vaud, Valaisan. On a beaucoup de fruits et légumes, on va jusqu'à Genève aussi. Et finalement, c'est ce qu'il faut si on parle de Lausanne. Mais l'agglomération Lausanne-Morges, c'est 350 000 personnes. Le canton de Vaud, c'est 800 000. 800 000 personnes avec, si on dit 1100 mètres carrés par habitant, on arrive à 88 000 hectares. Il y a 108 000 hectares de surface agricole utile dans le canton de Vaud. On n'est pas très loin. Si tous les Vaudois mangeaient sainement peu de viande et tout, on ne serait pas très loin de pouvoir, à l'échelle du canton, avoir ce dont on a besoin et qui peut pousser chez nous. C'est un petit exemple. Voilà. La question de la variété aussi, hein, qui est importante, encore une fois. Je veux juste dire que moi je trouve cet argument très piégeux en fait, hein, l'argument de l'empreinte écologique en matière d'alimentation, parce qu'il y a beaucoup d'études et beaucoup d'études contradictoires. C'est-à-dire qu'en fait, il y a même des études qui vont vous dire le circuit court, en fait, ça émet plus
qu'un système, encore une fois, agro-industriel, certes qui a mené effectivement les agriculteurs dans l'impasse, mais qui est très efficace et très rationnel d'un point de vue économique et de transport et de logistique, et qui du coup, bon, il y a des études qui montrent qu'il vaut mieux importer finalement de l'agneau de Nouvelle-Zélande qui là-bas est produit dans des conditions extensives très, très, très propres et qui part en bateau et qui traverse les océans et qui arrive là et qui finalement est d'un point de vue environnemental moins coûteux que des élevages intensifs qui émettraient beaucoup. Bon. Et ça, pour beaucoup de produits, il y a beaucoup d'études. Donc finalement, cet argument, il est souvent un peu piégeux, d'autant qu'on sait que c'est le dernier kilomètre, ce qu'on appelle le dernier kilomètre, c'est-à-dire du consommateur jusqu'à son lieu d'achat. Donc qu'il aille au supermarché ou qu'il aille chez le point de vente d'un AMAP ou autre, finalement, il va dépenser il va émettre autant de gaz à effet de serre que... voilà. Donc c'est pas tant la manière dont ça a été transporté jusqu'au lieu final d'approvisionnement que le dernier kilomètre. Donc bon, voilà, c'est un argument qui est souvent un peu piégeux. Donc moi, à la limite, je ne défends pas le local au nom d'une moindre émission, mais au nom de développement sur le territoire, de retrouver du lien entre l'agriculteur, pour le coup, que l'agriculteur retrouve du sens à produire parce qu'il sait vers qui ça va, et tout un tas d'autres raisons tout aussi valables, et notamment l'idée, moi je trouve importante, que ça remet dans le système alimentaire, encore une fois, des acteurs qui n'y étaient pas invités, quoi. Hein, donc des villes, des associations qui du coup viennent un peu tordre ce système et ouvrir des brèches. Et après, sur la question de la valorisation, c'est intéressant parce que c'est toujours très symbolique. Hein. Enfin, le repas à la cantine scolaire du midi, bon, je ne sais pas en Suisse, mais alors en France, c'est quelque chose. Hein, la cantine, alors a fortiori dans une ville comme Montpellier, en grande précarité, il y a des enfants pour qui c'est quasiment le seul repas complet de la journée. Donc il y a eu des tentatives, comme vous, d'introduire un repas végétarien. Et en fait, les autorités ont reculé assez rapidement parce que la perception était très mauvaise de la part de familles qui considéraient que leur enfant n'avait pas mangé s'il n'avait pas mangé de viande. Et que c'était pour eux un affront que la cantine ne propose pas de viande. Donc, en l'occurrence, voilà, en termes de valorisation, là où la ville pensait valoriser une autre manière de manger, la perception a été totalement différente. Et du coup, la ville a reculé et a revu sa copie. Et on l'a réfléchi, du coup, contour, en disant, voilà, un repas durable, bon, bref, mais en proposant d'autres sources de protéines, mais voilà. J'ai une question sur par rapport à la diversité des produits. Est-ce que cette demande de proximité, de diversité, ça permet aussi d'aider à ce que les semences restent très diversifiées? Est-ce que ça suffit ou est-ce que c'est juste le minimum nécessaire? Je crois que la question, elle est trop pointue sur la question de la diversité des semences. La question de la diversité, elle est traitée au niveau du goût, moins au niveau biologique, la question biologique. Diversité veut dire manger varié, synonyme varié. C'est surtout sur cet axe-là que c'est perçu et où il y a un focus qui est fort, il y a un focus qui est vraiment important. Je ne sais plus comment s'appelle ce truc qu'on a beaucoup en hiver ici. C'est pas le salsifis. Oui, il y a le topinambour et puis un autre truc blanc. Mais voilà, une fois qu'on l'a fait en mousse, en gratin, en sauté, voilà. Donc la question, c'est vraiment la question de la variété au niveau du goût. Et puis, je pense, pour ne l'avoir jamais entendu, mais je crois que je peux dire jamais, c'est la question de la variété biologique des graines, c'est jamais apparu dans la discussion. Et là, dans le cas que je vous exposais, où on a la chance d'avoir un mille, ce marché d'intérêt national, où les petits producteurs du territoire peuvent venir vendre aux grossistes, aux épiciers, aux restaurateurs. En l'occurrence, lui, voilà, il s'enorgueillit d'avoir, par exemple, 40 variétés de tomates. Il leur fallait le directeur du mine, sur son mine. Parce que, voilà, c'est des producteurs qui savent qu'ils vont pouvoir écouler leur production. Parce qu'en face, il y a des restaurateurs qui sont intéressés par telle variété. Il y a un primeur qui va être intéressé par telle autre. Et donc, en fait, ils trouvent des débouchés directement sur ce marché à leurs différentes variétés. Donc là, effectivement, c'est un instrument qui entretient la diversité des semences, du coup, oui.
sur le territoire. Alors, c'est pas parce que c'est local, mais enfin, en l'occurrence, c'est parce qu'il y a cet instrument qui fait qu'il y a des débouchés pour des productions diversifiées, ouais, qui on ne trouverait pas dans une plateforme de grande distribution qui veut effectivement, en général, des variétés plutôt normées, plus faciles à conserver. Bonsoir. Alors j'aurais deux questions. J'aurais voulu savoir s'il y avait à la ville de Lausanne un projet de créer d'autres structures du type ferme de Roverea à Lausanne ou dans les alentours. Et puis la deuxième, en tout cas je salue justement la politique de la ville de Lausanne en matière d'offres d'agriculture urbaine, bénéficiant d'un plantage justement. Je sais qu'il y a ça dure très longtemps avant d'en avoir un. C'est assez compliqué, je sais qu'il y a une très grande attente. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une volonté ou des projets de créer donc des zones de culture, par exemple en végétalisant les toits à Lausanne? Ouais, merci pour la question. Donc, comme a annoncé Roland, la ville est en pleine réflexion par rapport à ces questions-là. Donc, il y a une politique agricole urbaine qui est en cours de réflexion, de définition. Donc, on a bien conscience de la difficulté d'avoir accès à des terrains, à trouver des lieux où cultiver. Donc, on recherche différentes solutions pour mettre davantage de terrains à disposition, des terrains dont la ville est propriétaire, mais aussi les espaces privés. Tous les pieds d'immeubles, on est sans doute nombreux parmi nous ici à habiter dans des immeubles au pied desquels il y a des terrains qui sont de l'herbe en général, des arbustes. Finalement, ça fait des grandes surfaces aussi qui pourraient être mises à disposition des habitants pour cultiver. Donc là, il y a des réflexions dans ce sens-là. Les toitures, donc il y a toute une politique de végétalisation des toitures. Ensuite, pour que donc ça fonctionne assez bien, ça avance. Pour une toiture potagère, il y a aussi eu un préavis, je crois que c'est l'année passée, pour une subvention de la ville pour la création de toitures potagères. La difficulté là, est technique, c'est que pour rénover une toiture, pour en faire une toiture potagère, il y a des coûts très importants d'accès, de sécurisation, il faut que le bâtiment s'y prête. Si vous avez des idées, en tout cas, on est tout à fait preneurs et intéressés, si vous connaissez des endroits. Je pense que ce sera plus probable que les premières toitures potagères soient dans le cadre de nouveaux bâtiments. Là, il y a différentes réflexions qui sont en cours également. Par rapport à la création de nouveaux lieux, là aussi, il y a des réflexions qui sont en cours. On attend d'avoir aussi un petit peu d'expérience et de recul avec le cadre Roverea. La ville, elle est propriétaire de bâtiments, de terrains agricoles à proximité. Là, les choses sont aussi ouvertes. Et puis, on verra ces prochaines années qu'est-ce qui se développe. Ce qui est important, je pense, c'est la notion de partenariat, c'est la mise en lien, c'est finalement l'objectif et l'agenda, c'est qu'est-ce que la population, la société civile, les entreprises privées, la ville veut faire ensemble sur ces questions de culture et d'alimentation. Et là, il y a tout un champ à développer ensemble, en tout cas. Merci. J'avais deux questions en fait. La première, c'est, puisque vous avez parlé de Roverea, je connais un peu l'équipe. Je voulais savoir comment vous les soutenez dans cette production ambitieuse que vous allez mettre en place, ou que vous voulez mettre en place. Et puis la deuxième, c'était concernant la plateforme de distribution. J'ai lu en février que il y avait une plateforme bio de distribution qui a fait faillite, et je voulais savoir en fait s'il y avait quelque chose, si ça faisait partie justement des projets à long terme que vous mentionniez. Voilà. Alors, pour ce qui est de Roverea, je peux vous dire qu'on met beaucoup d'énergie à accompagner les membres de l'équipe pour le développement du projet. Il y a des aspects pratiques sur le terrain où il s'est déjà passé passablement de choses.
voilà, avec notamment la création d'un jardin en permaculture à l'endroit de l'ancien jardin historique et tout, des cultures qui ont été semées. Au niveau administratif, c'est effectivement plus complexe parce qu'on doit s'assurer d'un projet qui va devoir durer 30 ans, en tout cas, une génération, dans un monde où la politique agricole peut fluctuer sur 30 ans. Il suffit de revenir 30 ans en arrière pour imaginer ce qu'on doit imaginer pour 30 ans, les 30 prochaines années, donc c'est pas simple. Et quand il s'agit d'écrire des contrats, des actes, c'est pas simple à mener, les aspects financiers aussi par rapport au développement du projet. Donc on est en pleine période de montage de tous ces aspects administratifs et on y met beaucoup d'énergie, les gens de l'équipe de Reverea aussi. Et voilà, on va y arriver, mais ça prend un certain temps, et effectivement plus de temps que peut-être ce qu'on pouvait imaginer au début. Et puis la deuxième question, c'était... Ah oui, la plateforme biolocale, effectivement, qui a fait faillite. C'est une petite catastrophe à l'échelle locale. C'est très dommage. Il y a 18 000 raisons à cette situation que je ne vais pas aborder ici, mais le fait est que dans le cadre de l'étude d'un projet de développement régional agricole, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est sûr que ces aspects logistiques, développement d'une plateforme qui peut être virtuelle aussi ou pas, enfin de mettre en lien les producteurs avec les consommateurs acheteurs, on va y réfléchir. Ça fait partie, et c'est effectivement un objet à étudier qui est très important et très délicat aussi. C'est intéressant d'entendre qu'à Montpellier, ils ont développé une espèce de marché de Rungis à Montpellier. Finalement, c'est un outil, alors qui n'est pas du tout virtuel, en l'occurrence comme plateforme. On n'y pense pas forcément chez nous, mais moi, ça me fait réfléchir. Et on sait que les producteurs, ils sont faits pour produire. C'est beaucoup plus compliqué de développer une unité de diffusion, de conditionnement. Et voilà, il y a à réfléchir. C'est terrible parce qu'on est en train de... Voilà, ce marché ouvert à Montpellier, d'autres collectivités, d'autres coopératives qu'on est en train de réfléchir, pour lesquelles on réfléchit, on recrée ce qui existait il y a 30, 40, 50 ans. C'est assez étonnant. Lausanne a acquis sur des siècles durant tout un patrimoine agricole, avec une volonté d'acquérir ces terrains. C'était au départ pour nourrir la population. C'était pour achalander ces marchés, pour assurer que la population de la ville, en 1600, ait de quoi manger. Finalement, on voit qu'on met en valeur ce patrimoine aujourd'hui, de nouveau avec l'objectif de servir en direct la population. C'est assez intéressant. Oui, d'accord, merci, c'est gentil. Juste pour répondre peut-être sur la question environnementale, parce que j'y travaille un petit peu. Déjà, il ne faut pas forcément confondre empreinte écologique, empreinte carbone et puis impact environnemental. L'empreinte, c'est le nombre de planètes qu'il faut pour nourrir ou pour produire quelque chose. Si on parle d'impact environnemental, l'alimentation est effectivement une grande source d'impact environnemental. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est hyper convergent avec des recommandations nutritionnelles ou avec des recommandations d'agriculture locale, ça réduit l'impact. Donc en fait, on est très content de voir que si on prend l'ensemble et pas simplement l'empreinte carbone qui peut être résolue en allant faire ses courses à vélo si notre Migros et nos Coop continuent d'être dans le centre-ville, puisque nous sommes des urbains, s'il y a des petits magasins, et c'est la politique Migros ces prochaines années de remettre des petites supérettes dans les centres-villes, le dernier kilomètre, il est pas très impactant si on va en bus, en vélo ou à pied. Par contre, sur les impacts plus environnementaux, que ce soit la biodiversité, la qualité des sols, de l'eau, on se rend compte que c'est vite convergent et qu'en mangeant moins de viande, de la viande avec des fourrages locaux ou de la vache sur herbage, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la nutrition, c'est bon pour les paysans locaux. En Suisse, on a la chance d'avoir une agriculture qui est quand même assez écologique, même si les paysans quelquefois en souffrent un peu, mais on a une politique agricole très écologisante.
Et là aussi, c'est très convergent avec des recommandations environnementales. Donc pour le consommateur, voilà, je conclue, pour le consommateur, en achetant plutôt local, en mangeant pas trop de viande, c'est plutôt bien pour sa santé, pour l'économie locale et pour l'environnement. Voilà. Heureusement pour nous qu'on converge. Bien, je crois que c'est le mot de la fin. C'est parfait. Mais donc, simplement vous dire que la prochaine conférence de l'espace Dickens continue sur le thème alimentaire. C'est pour ça que je tiens beaucoup à faire cette annonce, parce qu'on va parler de l'alimentation et justement d'aller un petit peu au-delà du local, mais par le local, parce qu'on va parler des chemins d'une autre coopération au développement avec une plateforme pour la souveraineté alimentaire qui existe à Genève, qui a réuni des acteurs de l'agriculture contractuelle locale, des marchés, genre Cocagne et bien d'autres qui sont nés autour de Genève, et des projets de coopération au développement financés par les communes genevoises à travers la Fédération genevoise de coopération, qui est l'équivalent de la Fedevaco ici dans le canton de Vaud. Et donc ils ont produit un document qui était à la fois une réflexion critique sur une trentaine d'années de coopération au développement avec des projets tournés vers la souveraineté alimentaire, même si ça ne s'appelait pas comme ça au début, financés par la FGC, mais aussi réfléchir justement aux spécificités d'une coopération au développement entre acteurs de l'agriculture dans le canton de Genève et dans divers pays africains. Donc une réflexion critique et réflexive, si j'ose dire, et on vous invite à venir y participer pour effectivement confirmer le fait que l'agriculture locale, c'est pas que de l'enfermement, mais ça peut aussi être l'ouverture vers de la coopération sur des idées. Voilà, et vous dire encore merci pour votre présence, et vous dire que ça sera le 6 avril, la dernière fois j'avais oublié la date, donc ça sera jeudi 6 avril à 18h30, et faites passer le mot. Merci, bonne soirée.